Bonsoir Pascal, un grand merci de nous avoir rejoints. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et je souhaiterais que vous nous expliquiez comment la RSE est devenue stratégique pour le groupe Maïf. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Jérôme et Isabelle pour cette invitation. Moi je suis ravi de partager avec vous tous cette question effectivement de l'intégration de la RSE dans la stratégie d'une entreprise et ravi de partager, j'espère, deux convictions assez fortes qui sont les miennes sur ce sujet. La première de ces deux convictions, c'est que au fond, la contribution sociale des entreprises, l'engagement social ou sociétal des entreprises va être, dans les années qui viennent, à la fois de plus en plus indispensable, mais aussi, je le crois, de plus en plus difficile. Je reviendrai là-dessus naturellement. Et la deuxième conviction que je voudrais vous faire partager découle en quelque sorte de la première, c'est que clairement, on ne réussira à avoir un engagement sociétal fort de nos entreprises que si ça n'est pas en termes de conciliation par rapport à la performance de l'entreprise, mais si cet engagement sociétal, et je crois que c'est possible, j'essaierai d'en témoigner, si cet engagement sociétal devient en réalité une source réelle de performance de l'entreprise. Alors, d'abord, difficile conciliation entre un engagement qui va devenir de plus en plus essentiel, de plus en plus indispensable, et en même temps de plus en plus difficile. Pourquoi de plus en plus indispensable ? Je crois que les choses sont relativement évidentes, à la fois sur les causes traditionnelles sur lesquelles nous essayons d'agir, que ce soit l'écologie qui devient juste non seulement un problème crucial, mais peut-être même à un terme finalement pas si lointain, une question de pérennité de nos civilisations, que ce soit les questions sociales, le creusement absolument incroyable des inégalités dans nos pays ou bien sûr entre l'Occident et le reste du monde, qui est non seulement moralement insupportable, mais qui, je le crois profondément, va devenir progressivement, dans les années qui viennent, politiquement totalement insoutenable en réalité. Et puis, de nouveaux sujets apparaissent. Et en particulier, à l'heure de la transition digitale, de la rupture numérique, on voit bien que les entreprises comme les nôtres vont être confrontées à des choix absolument colossaux. Juste deux illustrations très rapidement. La première, l'intelligence artificielle. Alors je sais qu'il est de bon ton de dire généralement le digital va supprimer des emplois mais va créer de nouveaux métiers, comme s'il y avait une sorte d'égalité arithmétique entre les deux parties de cette phrase. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est demain une main-d'œuvre gratuite. Et c'est demain, peut-être avez-vous vu le rapport récent de l'université d'Oxford et de Citibank, qui parle à un horizon 2025, c'est-à-dire un horizon quand même relativement proche, à l'échelle de la seule Union européenne, de 98 millions d'emplois supprimés du fait de l'intelligence artificielle. Évidemment, ces questions-là vont se poser dans nos entreprises. On pourrait parler également, évidemment, de la data et de toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur à la fois nos libertés individuelles, bien sûr, mais aussi dans un secteur comme le mien, l'assurance, sur la question de la segmentation tarifaire et donc de l'exclusion progressive du bénéfice de l'assurance des personnes qui en auraient le plus besoin. On le voit, des engagements de plus en plus indispensables et en même temps, je crois, de plus en plus difficiles à soutenir pour les entreprises. Pourquoi ? Tout simplement parce que, précisément à la faveur de cette rupture digitale, il y a et il y aura de plus en plus une exacerbation en réalité de la concurrence dans nos secteurs respectifs. C'est quoi la transition digitale ? Une de ses caractéristiques qui est presque définitoire, j'allais dire, c'est que la transition digitale s'accompagne toujours d'un abaissement généralisé des barrières à l'entrée sur l'ensemble de nos marchés. Ça veut dire que oui, nous allons être demain, on le sait bien, concurrencés par des intervenants qui ne sont pas des intervenants de nos secteurs et qui évidemment vont complètement rebattre le jeu du marché. Et cette difficile conciliation entre une nécessité impérieuse et une difficulté extrêmement forte, eh bien, je crois qu'on la ressent parfaitement dans le monde de l'investissement, dans le monde des placements. Bien sûr que réduire ces placements aux seuls investissements socialement responsables, ajouter finalement
aux deux critères de base d'un bon placement que sont l'espérance de rendement d'un côté et le risque de l'autre, rajouter un troisième critère qui est celui de l'ISR, c'est évidemment prendre le risque finalement d'avoir une allocation d'actifs qui est sous-optimale par rapport à simplement l'arbitrage entre les deux premiers critères. Et d'ailleurs, de fait, on voit bien que l'ISR, même s'il se développe de manière très forte, quantitativement sur le marché, n'a pas encore un impact suffisant sur les causes que l'on essaye de défendre. Le monde de l'assurance, par exemple, qui est en réalité le principal, je crois, pourvoyeur d'ISR, je pense que c'est pas loin des 2/3, en tout cas plus de 60% de l'ISR en France, 450 milliards d'euros ou quelque chose comme ça. Les assureurs en moyenne consacrent 18% de leurs actifs à l'ISR, 82% en dehors. Alors la deuxième conviction qui est la mienne et que je voudrais essayer de partager et qui est d'une certaine manière une réponse à ce premier état de fait, ma deuxième conviction, c'est qu'il y a moyen, je crois, d'intégrer la responsabilité sociale des entreprises, d'intégrer l'engagement sociétal des entreprises au cœur même de leur stratégie et finalement d'alimenter la performance de l'entreprise grâce à cet engagement sociétal. Je crois pour ma part que le développement de long terme d'une entreprise, sa performance de long terme, est bien meilleure si l'entreprise est capable d'aligner ses propres intérêts sur les intérêts de ses parties prenantes. Ça commence d'abord par l'alignement des intérêts de l'entreprise avec les intérêts du client. Ça paraît trivial dit comme ça l'est en réalité pas du tout. Si je reste un instant dans le secteur que je connais le mieux, celui de l'assurance, la tentation peut être extrêmement forte pour un assureur, finalement de se développer et d'assurer sa rentabilité au détriment des intérêts de ses clients, de ses assurés. Il suffit de vendre des contrats inutiles, des garanties qui doublonnent, et là c'est un double bénéfice d'ailleurs, vous augmentez le chiffre d'affaires et vous augmentez aussi vos marges, parce que par hypothèse, si ce sont des contrats inutiles, il n'y aura pas de sinistre en face. Il suffit d'être un peu regardant de manière excessive sur l'indemnisation des sinistres, et on voit bien qu'il y a clairement une opposition entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts de ses clients. Ma conviction, c'est que cette opposition, en réalité, est extrêmement court-termiste. C'est vraiment une vision de myope, et je crois à la possibilité de développer un modèle de performance qui, au contraire, réconcilie les intérêts de l'entreprise et celui de son client. Juste 2 chiffres. Le turnover sur le marché de l'assurance automobile ou de l'assurance habitation, les 2 principaux risques du particulier en France, est de l'ordre de 15% à peu près. Les portefeuilles se renouvellent annuellement de 15%. À la Maïf, avec une politique commerciale qui privilégie le bon conseil plutôt que la vente forcée, avec une indemnisation des sinistres qui n'est pas excessivement regardante, c'est un euphémisme, nous avons un churn, un départ volontaire de nos sociétaires qui est de 0,8%. Quand on connaît le coût d'acquisition d'un nouveau client, vous imaginez le modèle de performance que l'on peut construire avec une fidélisation aussi forte de ces assurés. On pourrait multiplier les exemples, c'est vrai également pour les salariés de l'entreprise. Nous nous sommes lancés depuis près de 3 ans maintenant dans le développement d'un management par la confiance à la Maïf, avec la recherche. Finalement, on cherche à produire un plus grand épanouissement de nos collaborateurs, à leur accorder plus de liberté, à avoir une meilleure adhésion de ces salariés à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Un meilleur épanouissement, ça veut dire aussi un plus grand engagement des salariés pour l'entreprise. Plus de liberté, ça veut dire aussi plus d'initiative et donc, in fine, plus d'innovation au bénéfice, naturellement, de l'entreprise. Plus d'adhésion à la stratégie, à la culture ou à l'entreprise elle-même, ça veut dire une relation beaucoup plus empathique avec le client, tant il est vrai qu'il y a évidemment une symétrie entre ce qui existe en interne et ce que l'on voit depuis l'externe. Je
pense que cette question de la réconciliation des intérêts, et c'est vrai aussi pour les intérêts sociétaux et la manière dont ils nourrissent finalement la marque de l'entreprise qui s'en occupe de manière positive, là aussi je crois que le monde de l'investissement illustre bien cette réconciliation entre ces deux exigences. L'investissement socialement responsable, tu le disais Jean-Pierre, sur le long terme, on le sait désormais, c'est désormais démontré et chiffré, est plus rentable que l'investissement non responsable. Par ailleurs, l'anticipation en la matière est très largement autoréalisatrice. Plus d'investisseurs investiront sur de l'ISR, et évidemment, plus les classes d'actifs prendront de la valeur. La Maïf investit beaucoup dans l'ISR, là où la répartition est de 82-18 dans le monde de l'assurance, elle est de 18-82, exactement inverse à la Maïf. 82% de nos investissements sont ISR. Alors ça passe à la fois par des règles très strictes d'exclusion sur nos investissements, que ce soit l'industrie du tabac, l'industrie de l'armement, que ce soit les États qui n'ont pas aboli la peine de mort. On n'a pas d'obligation américaine, par exemple, dans notre portefeuille. Également, en termes de gestion du portefeuille, nous avons revendu l'an dernier les actions Bayer au moment du rachat de Monsanto. Et puis, c'est vrai également sur le non-coté, sous mandat très principalement avec Swen, clairement, et puis également un petit peu en direct, notamment avec un fonds d'investissement dans le digital qui s'appelle Maïf Avenir, et dans lequel on a investi beaucoup dans des startups qui ont un engagement RSE extrêmement fort. Voilà en quelques mots et un petit peu plus les deux convictions que je voulais partager avec vous. Je crois réellement qu'il y a la possibilité de faire de l'engagement sociétal de l'entreprise un véritable axe stratégique qui nourrit la marque et qui, in fine, assure très efficacement son développement à long terme. Merci beaucoup.